Bonjour à tous et bienvenue à la conférence qui s'intitule Gérer sa charge mentale au quotidien, donnée dans le cadre des midis XIO. Ces midis sont en fait des rencontres pendant la pause du midi qui sont organisées où on discute de diverses thématiques allant de l'art-thérapie, la psychologie du travail ou encore les approches thérapeutiques complémentaires dans le milieu hospitalier. Donc si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ces rencontres ou sur la Fondation XIO qui les organise, vous pouvez aller suivre la Fondation sur les différents réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne YouTube. La conférence du jour se focalisera sur la charge mentale et sur les pistes permettant d'avoir une charge mentale à un niveau acceptable. Et donc après avoir défini cette charge mentale au travers du modèle des vases communicantes, les conférencières que je présenterai par la suite vont vous proposer un moyen d'évaluer et de comprendre la dynamique de cette charge mentale. Et puis elles aborderont ensuite les conséquences d'une charge mentale trop importante et les moyens d'action individuelle et sur les contextes en association avec d'autres acteurs. Donc cette conférence est réalisée grâce au partenariat entre la Fondation XIO et l'Association Santé Globale et Travail. Et nous accueillons aujourd'hui Madame Drault et puis Madame Wallon, qui sont toutes les deux psychologues du travail et spécialistes dans la gestion de la santé au travail. Et donc notre première conférencière, Madame Nadia Drault, elle s'intéresse au burn-out depuis 10 ans déjà. Elle a œuvré auparavant dans la dépendance, le traitement des dépendances et la réinsertion professionnelle. Et elle travaille aujourd'hui au CHUV dans la gestion et la prévention des risques psychosociaux. Elle accompagne donc des équipes en difficulté et des personnes en difficulté au travail dans son cabinet privé. Et puis notre deuxième conférencière, Madame Annie Wallon, a elle un parcours professionnel qui l'a mené de l'humanitaire au consulting, en passant par les ressources humaines de multinationales. Et puis elle est passionnée par les questions liées au stress et les contextes organisationnels qui le génèrent. Et du coup, elle accompagne aujourd'hui des organisations qui souhaitent mettre en place des environnements et des conditions de travail favorables à l'équilibre. Bonjour, bienvenue à cette conférence. Donc, je suis Nadia Drault, psychologue du travail. Annie Wallon, pareil. Nous sommes très contents de vous rejoindre aujourd'hui en ligne pour cette conférence MIDI-XIO dont le contenu vous a déjà été présenté. Donc, on va dérouler cette présentation en 3 étapes. On va commencer par discuter de cette charge mentale, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de charge mentale. On regardera aussi quelles sont les conséquences sur la santé quand cette charge devient un peu trop importante et que l'on se sent submergé. Et puis on explorera ensemble quelles sont les pistes finalement de gestion et de prévention avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de nous. Voilà, comme on vous l'a expliqué, cette discussion va se dérouler en 3 étapes. Nous allons commencer par définir ce qu'est la charge mentale et puis nous allons vous présenter ce modèle des vases communicants. On parlera aussi des effets finalement d'une surcharge mentale, de se sentir submergé et ce qui peut se passer pour notre santé. Et puis on terminera par les possibilités de gestion et de prévention dans une perspective vraiment multi-acteurs. La société a pas mal évolué ces dernières décades. Les contextes professionnels et les contextes sociaux ont profondément changé. Si on regarde par exemple l'évolution de l'économie, on est dans beaucoup plus de services, beaucoup moins peut-être de travail physique, beaucoup plus de travail mental. Tout ceci, toutes ces caractéristiques sont caractérisées par un acronyme que certains utilisent, un monde VUCA ou VICA, un monde très volatile, les choses vont très très vite, les choses ne durent pas, un monde qui est devenu incertain. On est dans une période en 2020 où cette incertitude se caractérise par cette pandémie mondiale tout à fait inattendue, ou en tout cas qui nous a beaucoup surpris. Un monde aussi complexe où l'on se rend compte que finalement tout est interrelié. Et puis un monde ambigu, multi-paradoxal finalement. Si on regarde un peu plus près ce qui se passe au niveau du travail, on voit que les modes d'organisation du travail voient leurs limites finalement. La manière d'organiser, de gérer le travail, la manière de gérer les gens, les systèmes structurels très hiérarchiques, arrivent un petit peu en bout de course. Au niveau des relations sociales aussi, elles ont beaucoup évolué. On est passé de valeurs très collectives à des valeurs beaucoup plus individuelles dans notre société actuelle.
Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'amis virtuels peut-être que d'amis concrets. On a de moins en moins de temps sur l'espace de travail ou peut-être dans notre vie quotidienne d'avoir des discussions, des échanges de qualité, hein. On a aussi une hygiène de vie qui a vu un certain nombre de paradoxes croître, hein. On a accès évidemment à une nourriture de qualité, puis en même temps, dans les périodes de stress, on a tendance à avoir du mal à garder ses bonnes habitudes alimentaires. Il y a des tendances ou des modes aussi qui visent à dormir moins pour être encore plus efficace dans la vie. Or, le sommeil est un véritable régulateur de l'humeur, entre autres. On a un accès aux soins qui est exceptionnel dans nos pays, une connaissance aussi sur la santé qui est facilement accessible, et pour autant, de nouveaux risques ont émergé. Donc en synthèse, le travail d'aujourd'hui ou la manière de vivre d'aujourd'hui est peut-être moins pénible que celle de nos ancêtres ou de nos, en tout cas, prédécesseurs, mais de nouveaux risques, comme les fameux risques psychosociaux justement, ont émergé et viennent apporter à notre charge mentale beaucoup de poids aujourd'hui qui peut être difficile à gérer. En parlant de charge mentale, justement, Nadia, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on entend par là? Oui, donc la notion de charge mentale a été popularisée ces derniers temps par l'auteur de BD Emma, qui a écrit une BD qui s'appelle Fallait demander. Donc en fait, la charge mentale est un phénomène qui a été étudié depuis une quarantaine d'années en sociologie et en psychologie, en particulier dans une vision féministe. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup posé la question de mais en fait les femmes qui travaillent et en plus travaillent à la maison, comment font-elles, comment ça fatigue en fait le cerveau. Alors aujourd'hui nous allons parler de charge mentale, mais pas dans une perspective seulement féministe, mais dans une perspective beaucoup plus holistique, où nous allons inclure la charge mentale, la charge aussi émotionnelle, la charge cognitive, physique, que chacun d'entre nous en fait a, et qui peut être plus ou moins compliquée à porter selon comment elle s'exprime et selon les contextes où on peut la vivre. Alors pour notre livre Burnout, la maladie du XXIe siècle, on s'est intéressé aux facteurs de risque qui provoquent un burn-out. Et du coup, on a voulu créer un modèle sur ce burn-out, et en créant ce modèle, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait fait un modèle sur la charge mentale. Donc devant vous, vous avez n'importe quelle personne qui a un petit nuage au-dessus d'elle, qui est sa charge mentale normale, qui est les choses que je dois faire, que je ne dois pas oublier, les courses, etc. Cette charge mentale, elle est alimentée par 3 vases qui sont de diverses natures. Et dans ces vases, dans le fond, ce qui vient les remplir, c'est des facteurs de stress chroniques qui peuvent être liés d'une part aux facteurs liés aux conditions du lieu d'investissement. Donc la plupart du temps, le lieu d'investissement, c'est le lieu de travail, c'est le monde professionnel. Le vase du milieu est le vase lié à nos dispositions individuelles, donc nos préférences de fonctionnement. Et le dernier est lié à ce que nous vivons dans nos contextes privés et sociaux. Donc c'est dans le fond comment va ma famille, mes proches, mes amis, etc. Donc les facteurs de stress viennent alimenter ces vases, et dans chaque vase, nous avons des facteurs de ressources qui nous permettent, comme des petits robinets, de vider ces vases. Alors selon les contextes, on a plus ou moins de ressources, hein. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de ressources dans leur vie privée, du coup ça permet de bien éliminer le stress d'un des vases, et ça permet parfois de compenser un peu le remplissage des autres vases. Après, ces vases peuvent se remplir, soit un peut se remplir tellement fort qu'il va aller remplir les autres, hein. Par exemple, dans une situation de harcèlement sexuel qui se passe dans le monde professionnel, on va avoir des énormes facteurs de stress chronique qui remplissent ce vase et qui vont aller contaminer, entre guillemets, les autres vases. Après, on peut avoir ce fameux burn-out qui arrive, et qui est en fait une combinaison extraordinaire entre plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les 3 vases se remplissent en même temps de facteurs de stress chronique. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des ennuis dans le monde professionnel. En même temps, je suis aux prises avec qui je suis et qu'est-ce que ça provoque, par exemple, dans ma manière de travailler. Et en même temps, je peux avoir des ennuis familiaux. Donc, ce système se remplit
plus le stress chronique est présent, plus ce système se remplit. Et dans le fond, le burn-out est équivalent au débordement de ce système. Et maintenant, nous allons voir avec Annie qu'est-ce qui se passe si ce système déborde, donc si l'équilibre est rompu. Alors, avoir une surcharge mentale va avoir divers types de conséquences. On est tous différents et certains d'entre nous auront peut-être plus tendance à métaboliser cette charge ou cette surcharge par le corps. Quand on entend des gens dire ben voilà, j'en ai vraiment plein le dos, ça veut bien dire qu'il y a aussi des effets psychosomatiques, donc des effets sur le corps de cette surcharge mentale. Ce que les études ont tendance à montrer, c'est que, en tout cas en Suisse, les troubles musculo-squelettiques typiquement font partie des 4 premiers signes ou manifestations exprimées des gens qui se sentent surchargés sur 5. Donc que ce soit des tensions dans la nuque ou des maux de tête ou des douleurs dorsales, etc. Les troubles musculo-squelettiques sont une des premières conséquences sur la santé. On sait aussi par ailleurs que la surcharge mentale a des effets sur notre système cardiovasculaire. Un stress chronique ou une tension intérieure chronique va générer une augmentation de la tension artérielle, va générer une augmentation du rythme cardiaque. On sait aussi que d'autres métabolismes comme celui du sucre en lien avec l'insuline est impacté. On sait aussi que le système immunitaire va moins bien répondre en situation de stress chronique, d'épuisement, de burn-out ou voilà, et puis que la cicatrisation va moins bien se faire. Dans les autres facteurs et conséquences possibles sur notre santé physique, viennent aussi évidemment les conséquences indirectes comme fumer plus ou comme moins bien dormir ou comme moins bien bouger. Ça n'a pas seulement des conséquences sur notre santé physique, notre santé sociale et nos relations peuvent être affectées aussi. On sait par exemple que lorsque l'on est un petit peu surchargé, on va avoir tendance à avoir plus de conflits, ou en tout cas plus d'irritabilité, plus de sensibilité, peut-être une patience un peu moins grande, avec des conséquences sur les comportements et nos manières d'interagir avec les autres. Là-dedans, on peut aussi mettre évidemment tout ce qui est violence verbale, voire violence physique. Et de manière générale aussi, les tensions internes favorisent un terreau ou donnent un terreau favorable finalement à des conflits qui dégénèrent par exemple en situation de harcèlement ou de mobbing. Outre les aspects physiques et sociaux, il y a aussi bien évidemment les aspects mentaux, notre santé mentale, notre santé psychique. On a déjà évoqué l'épuisement ou le burn-out comme conséquence possible. La labilité émotionnelle ou des crises d'angoisse, toutes on va dire, les éléments qui étaient peut-être déjà préexistants avant risquent d'être exacerbés aussi par des situations de stress ou d'épuisement. Est-ce que tu pourrais peut-être, Nadia, nous en dire un petit peu plus sur cet épuisement ou ce syndrome de burn-out dont on entend tant parler ? Alors le burn-out, il n'y a toujours pas vraiment de consensus sur sa nature, sur sa spécificité, sa prévalence. Une des difficultés, c'est que le burn-out en tant que tel n'est pas vraiment circonscrit ou limité, si on veut. On ne peut pas dire, voilà, vous devez avoir de la température, vous devez avoir 3 symptômes et c'est un burn-out. C'est pas du tout aussi clair que ça, même encore aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup d'études. Mais toutes ces études, en fait, se basent sur des choses, enfin disons, une manière un peu différente de définir le burn-out. Ce qui fait que les études, en fait, elles étudient des choses un tout petit peu différentes. D'où difficulté du consensus. Alors, nous participons à un groupe de recherche européen pour essayer justement de mieux définir ce burn-out. Mais là aussi, on voit que ce qui est très compliqué, c'est que dans le fond, en voulant le définir plutôt comme une maladie, on se focalise sur l'individu et sur ce qui se passe pour l'individu et beaucoup moins ou pas du tout assez sur les contextes dans lesquels ce burn-out survient. Et en fait, on verra que ce burn-out, ces contextes, nous permettent en fait des grandes pistes de prévention, beaucoup plus que l'action sur l'individu elle-même. Alors, le burn-out atteint tous les genres, hommes, femmes, de la même manière. En fait, on n'a pas de statistiques claires sur ça. Il y a de temps en temps une volonté de dire que les femmes seraient plus touchées, mais dans le fond, de nouveau, c'est lié à comment sont faites les statistiques et sont aussi liées au nombre de littératures sur la complexité ou le nombre de charges que les femmes ont qui cumulent un travail à la maison et un travail au foyer. Mais ce ne sont plus les seuls.
Ensuite, il y a toute la question de l'âge. Alors, on peut faire un burn-out à tout âge et après n'importe quelle durée d'engagement dans une activité qui peut être tant professionnelle que associative ou une activité de loisir. Donc, ce qu'il faut retenir du burn-out, c'est que c'est un processus d'épuisement qui est une rencontre extraordinaire entre un individu qui a des contraintes, des ressources et les contextes qui vont pouvoir l'y amener. Après, il y a toujours cette grande question, est-ce que le burn-out est une dépression? Alors, quand on avait écrit notre livre, on avait demandé ça à des professionnels de la santé en Suisse romande et la seule réponse qu'on a, c'est que personne n'est d'accord. Il y a les spécialistes qui pensent que c'est deux choses totalement différentes et les spécialistes qui pensent que c'est de nouveau un continuum entre épuisement, burn-out, puis dépression. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, en tout cas, c'est que dans le fond, un burn-out pas soigné va être un gros facteur de risque pour une dépression ou une autre problématique psychique. Alors dans le fond, quelles manifestations observables on va pouvoir avoir de ce burn-out? Alors là, de nouveau, on se trouve devant une multitude de choses. Alors un de nos chercheurs fétiches a fait un recensement de toutes les recherches qui ont été faites sur le burn-out et lui, il est arrivé à 130 phénomènes observables. Donc, autant dire qu'avec 130 manifestations observables, on ne peut pas poser un diagnostic complètement clair. Après, ces manifestations ont été classées. Alors, il y a des signes cognitifs et mentaux qui sont très clairs. La plupart des patients que j'ai viennent en me disant « je ne sais pas si j'ai un burn-out ou un Alzheimer ». Donc, il y a vraiment des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des oublis, etc. Il y a beaucoup de signes émotionnels et affectifs, dont Annie vous a déjà un petit peu parlé, par rapport à l'irritabilité, par rapport à la labilité émotionnelle. Donc, une fois je pleure, une fois je ris, et ça va dans tous les sens, mais en tout cas, c'est pas très bien contenu ou géré comme d'habitude. Des signes sociaux, en particulier le retrait social, qui lui est très visible, puisque dans le fond, l'épuisement fait que je n'ai plus la disponibilité psychique pour accueillir quelqu'un d'autre, ce qui fait que je me retire pour, dans le fond, me protéger de cette fatigue. Des signes comportementaux, alors il y a la désorganisation qui est souvent observable, l'augmentation de la consommation de produits divers et variés qui semble dans un premier temps une bonne recette pour se relaxer et se détendre du stress chronique ambiant, mais qui à long terme pose de gros problèmes. Et puis, les signes physiques et psychosomatiques qu'on a déjà évoqués. Et là, on est vraiment dans une multitude de phénomènes qui peuvent être vécus. Alors, nous avons vu les risques et les conséquences. Maintenant, est-ce que Annie, tu pourrais nous parler un petit peu de ce qu'on pourrait faire? Tout à fait. Peut-être aussi une autre complexité de ces atteintes à la santé psychosociale ou mentale, c'est que c'est très difficile de poser un seuil en fait. Donc ça ne va pas être notre objectif de savoir si vous qui regardez cette conférence et vous dites « Oh, mais j'en ai certains de ces signes, est-ce que je suis en burn-out ?» On ne va pas chercher à savoir finalement si vous êtes à ce stade-là, ou juste avant, ou juste en stress chronique, parce que le plus important n'est pas forcément là. La première étape finalement pour être capable de gérer et prévenir sa charge mentale, c'est d'identifier quels sont les facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour vous. Et on va revenir au modèle des vases communicants qui va nous permettre de vous présenter une petite vidéo qui va reprendre un petit peu comment faire pour identifier pour vous-même quels sont les facteurs de risque, mais aussi vos ressources qui rentrent dans votre charge mentale actuellement. La vie d'aujourd'hui, comme les modes d'organisation du travail ou nos propres exigences, génère souvent de la pression. Celle-ci n'est pas toujours vécue positivement et peut mettre à mal nos équilibres intérieurs. Comment préserver notre santé mentale? En apprenant à comprendre, évaluer et réduire notre charge mentale. Pour ce faire, nous vous proposons l'approche des vases communicants. Nous portons toutes et tous une charge mentale virtuelle. Cette charge est régulée par 3 vases. Le premier est notre personnalité et nos préférences de fonctionnement. Le deuxième, le contexte dans lequel nous exerçons nos activités. Et le troisième, notre contexte personnel et social. Les contraintes que nous vivons remplissent ces vases, alors que les ressources et ce qui nous fait du bien les allègent.
L'environnement global dans lequel nous évoluons apporte lui aussi des contraintes et des ressources. Lorsque les ressources peinent à compenser les contraintes, nous nous sentons chargés et stressés. Ce stress va influencer nos pensées, nos paroles et nos comportements. Si les fluctuations temporaires sont normales, un stress chronique peut mener à l'épuisement, voire au burn-out. Il peut aussi avoir des conséquences importantes sur notre santé physique et nos relations. Comment évaluer sa charge mentale et gérer les équilibres intérieurs? Avec un tableau comme celui-ci par exemple. Listez pour chaque vase quelles sont les contraintes ou risques ressentis et quelles sont les ressources, capacités ou éléments positifs dont vous disposez actuellement. Pondérez chacun de ces facteurs de 1 à 5. 1 pour une contrainte ou une ressource modérée, 5 pour une contrainte ou une ressource très importante. Quel bilan tirez-vous? Sur quelles contraintes avez-vous le contrôle, direct ou indirect? Que pouvez-vous faire pour les réduire? Sur quoi êtes-vous OK de réduire vos exigences? Quelles ressources pouvez-vous activer ou renforcer? Ces vases communiquent et peuvent se compenser l'un l'autre. Quand il n'est pas possible d'agir sur certaines contraintes, renforcez les ressources dans ce même vase ou agissez sur les deux autres. Refaites le bilan aussi souvent que nécessaire afin d'identifier d'autres éléments ou de constater vos progrès. Il vous appartient d'agir pas à pas sur ce qui est directement entre vos mains. Pour ce qui l'est moins, sollicitez le soutien de vos proches, des soignants et des collègues ou managers au travail. N'oubliez pas, en prenant soin de vous, vous prenez aussi soin des autres. Voilà, et bien maintenant c'est à vous de jouer. On vous propose ce petit tableau pour que vous puissiez établir au moment qui vous convient votre bilan de charge mentale. Comme vous l'avez observé dans la vidéo, nous retrouvons ici les 3 vases qui vont contribuer finalement à réguler, nourrir ou réguler cette charge mentale. Vous avez les contraintes ou les facteurs de risque et vous avez aussi la ligne des ressources ou des éléments qui vont vous aider à vider finalement votre charge mentale. Vous pouvez aussi pondérer ces facteurs parce que bien évidemment, il pourrait arriver qu'un élément de votre situation actuelle pèse beaucoup plus que les autres. Tu évoquais tout à l'heure la situation peut-être d'un harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Évidemment que ce facteur-là, bien qu'unique, va prendre une énorme place finalement dans cette charge mentale et peut faire basculer l'équilibre à un moment donné. Donc on vous propose de pondérer chacun de ces facteurs de 1 pour un petit facteur pas bien terrible ou une ressource modérée jusqu'à 5 pour une ressource extrêmement importante comme par exemple pouvoir vider votre sac avec votre conjoint en fin de journée ou un facteur qui prendrait justement énormément de place. Une fois que vous avez listé vos facteurs, identifié vos facteurs, pondéré vos facteurs, vous allez pouvoir faire votre bilan du nombre de points de facteurs de risque ou de contrainte et du nombre de points de ressources ou d'éléments qui vont vous aider à alléger cette charge mentale. Quel est votre bilan? Est-il largement en faveur des ressources? Alors vous êtes dans une charge mentale tout à fait adéquate pour continuer à fonctionner. Est-il à peu près équilibré? Et là, du coup, peut-être que le moindre facteur supplémentaire pourrait rompre cet équilibre. Ou est-ce qu'il est clairement en faveur des facteurs de risque? Et du coup, là, vous allez commencer à ressentir les effets d'une tension durable ou d'un stress chronique. Bien évidemment, vous l'imaginez, on est face à des situations dynamiques. Aujourd'hui, peut-être que la situation est OK, et demain, il peut y avoir un facteur qui fait basculer l'équilibre. L'idée donc est de reprendre régulièrement ce bilan pour vous. Est-ce que c'est toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est une fois par mois? Ça dépend un petit peu de la période de vie dans laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur la situation globale dans laquelle on est, où finalement cette pandémie de Covid, toujours en activité, mais un peu moins chez nous, a apporté probablement pas mal d'eau à nos moulins intérieurs à chacun. Donc on vous invite vraiment à faire ce bilan aussi régulièrement que nécessaire. Nadia, finalement, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire lorsque cette charge commence à devenir trop importante, voire la submersion se fait? Alors, en tant qu'individu, on peut déjà essayer d'agir sur soi. Donc là où on a quelque part du contrôle, si on veut bien. Donc c'est d'augmenter tout ce qui vous fait du bien. Donc d'augmenter vos ressources dans un premier temps. Et ça veut dire agir sur votre hygiène de vie, ça veut dire agir sur votre soutien social par exemple. Donc ça veut dire voir des gens qui vous font du bien,
peut-être pas les gens qui vous fatiguent, c'est peut-être pas le moment de les voir, de peut-être mettre quelque chose en route en termes de développement personnel ou d'avoir besoin de plus de soins, de physio, d'ostéo, selon où vous avez mal. Il est bien sûr aussi possible d'essayer d'agir sur certains facteurs de stress. Après, on n'a pas toujours le contrôle sur les facteurs de stress. Donc dans le premier temps, c'est vraiment d'agir dans ce qui est autour de vous, avec votre famille, vos amis. Peut-être qu'il y a des coordinateurs de soins, donc des case managers dans votre entreprise qui peuvent vous aider. Donc là, c'est le moment où vous allez chercher de l'accompagnement qui peut se faire avec des professionnels qui connaissent bien cette question-là et du coup, vous aider déjà à travailler un peu sur ça. Et Annie, tu vas nous parler de ce qu'on peut faire sur la place de travail. Oui, tout à fait. Donc effectivement, parmi les acteurs qui peuvent nous aider à conserver une charge mentale finalement à un niveau acceptable, l'environnement de travail a beaucoup à jouer aussi. C'est souvent les case managers qui font le lien d'ailleurs avec l'entreprise, que ce soit les professionnels en lien avec l'assurance perte de gain ou des case managers internes à votre organisation. Mais une entreprise qui souhaite se préoccuper de santé au travail, elle a plusieurs finalement leviers d'action. Peut-être pour rappel aussi, en Suisse, la loi exige finalement que toute organisation de travail prenne soin de la santé physique et psychique de ses collaborateurs. Donc la santé mentale et la charge mentale, finalement, c'est aussi un petit bout l'affaire de l'employeur. Ce tableau que vous voyez, ou cette échelle que vous voyez, c'est une manière finalement illustrée de vous présenter ce qui est possible de faire au niveau de l'environnement de travail. Une échelle, elle a évidemment plusieurs échelons. Et nous allons commencer à définir ces échelons en commençant, comme toute bonne échelle, par le bas. L'échelon inférieur, c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. C'est presque plus de la prévention, dans le sens que l'objectif de cette prévention-là, c'est d'éviter que quelqu'un qui a déjà été submergé et qui a déjà finalement des conséquences sur sa santé ne retombe ou ne rechute ou que la situation se chronicise dans le temps. On peut agir évidemment un petit peu plus en amont. On peut aussi faire de la prévention, ce qu'on appelle secondaire, où on va aller finalement, avant que l'impact sur la santé se produise, identifier quels sont les risques spécifiques, par exemple à des métiers. Si on pense au milieu hospitalier dans lequel tu évolues, c'est sûr que probablement que le personnel des urgences n'a pas exactement les mêmes facteurs de contrainte ou les mêmes ressources que le personnel, par exemple, administratif à la comptabilité. Donc si je comprends finalement quels sont les risques spécifiques à certains environnements, je peux aussi agir pour les réduire. Et puis l'idéal serait évidemment de monter vers une prévention primaire qui est de réduire tous les risques pour la charge mentale à la source. Et ça peut se faire aussi en travaillant non seulement sur le développement finalement de l'évolution des comportements individuels, mais aussi sur le contexte organisationnel, la structure, comment est-ce que les équipes sont organisées, comment les processus sont mis en place, quelle est la stratégie, quelle est la vision à long terme de l'organisation, ou autrement dit, comment créer un environnement de travail qui soit générateur de plus de ressources pour la santé mentale que de risques. Ce qui est très très important aussi pour une échelle, pour qu'elle tienne lorsque l'on monte dessus, c'est qu'elle ait deux montants. Ce qu'on constate en intervention en entreprise, c'est que très souvent les actions qui sont mises en gestion et prévention le sont sur la partie de droite. On va viser finalement à faire évoluer les comportements individuels, à faire changer les gens, à leur donner plus de connaissances d'eux-mêmes et des atteintes à la santé, comme comprendre le stress, etc., pour qu'eux-mêmes puissent agir finalement sur les situations. On néglige des fois aussi le poids du contexte et des conditions de travail. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites au niveau de l'environnement pour finalement susciter ou générer des ressources pour conserver l'équilibre. Tout ceci se fait évidemment pas tout seul. Le collaborateur qui est en situation de surcharge mentale va pouvoir finalement recourir à tout un panel d'acteurs importants. Son superviseur direct ou son supérieur direct a un rôle extrêmement important à jouer. Lorsqu'en tant que travailleur ou professionnel, j'ai déjà épuisé entre guillemets toutes les ressources que j'avais à disposition, eh bien, via ma hiérarchie, je vais aussi pouvoir solliciter plus de possibilités et plus d'aide.
L'encadrement de proximité a aussi un rôle très très important à jouer dans le climat de travail, dans la bonne ambiance, dans les moments de convivialité, de soutien social qui sont aussi possibles entre soi. Et avoir une bonne ambiance de travail fait partie des facteurs de motivation clés au niveau lorsqu'on interviewe les collaborateurs sur leur motivation à venir au travail. La direction d'une organisation, évidemment, est partie prenante. C'est elle qui peut décider ou non de faire de la santé mentale au travail aussi une de ses priorités stratégiques. Voilà, évidemment que si vous prenez soin de vos collaborateurs, eux prendront soin de votre organisation. Ça, c'est Sir Richard Branson qui avait cette petite quote il n'y a pas longtemps. Et c'est un véritable atout aussi stratégique pour la direction d'avoir des collaborateurs qui sont en santé et qui ont une charge mentale suffisamment en équilibre. Les RH ont souvent un rôle important à jouer aussi, que ce soit via les processus RH qui sont mis en place, mais aussi comme un interlocuteur privilégié pour pouvoir peut-être avoir des entretiens ou soutenir un individu, son chef ou une équipe dans finalement la recherche de ces équilibres. Et puis les spécialistes internes ou externes d'ailleurs, en lien avec la santé au travail, comme par exemple les services dont tu fais partie au CHUV, ont un rôle à jouer. Donc vous voyez bien que la santé mentale au travail, c'est pas qu'une affaire d'individu, et c'est pas non plus que ma manière de gérer mon petit nuage extérieur. Nous sommes vraiment dans une approche interdisciplinaire qui, à notre sens, n'est peut-être pas encore complètement utilisée à son plein potentiel, et c'est ça aussi qu'on aimerait encourager. Alors, en tant que synthèse, il y a ce que vous pouvez faire à votre niveau. Donc, c'est vraiment de vous connaître, de savoir quelles sont vos contraintes, quelles sont vos ressources, qu'est-ce que je vais activer. Parce que souvent, les gens, en fait, se retrouvent dans des cercles vicieux du type « j'ai plus de travail, donc je fais moins de sport, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai trop de travail ». Et du coup, en fait, ils n'activent pas leurs ressources. Donc, quelque part, le réflexe qu'on devrait tenter de construire, c'est « j'ai plus de travail, donc je fais plus de sport, donc je me nourris mieux et j'essaie de dormir plus ». Alors, c'est toujours facile à dire, on est d'accord, mais c'est vraiment d'essayer d'agir sur ces ressources. Gardez en tête que vraiment cette histoire de charge mentale et potentiellement de burn-out est une question multifactorielle. Donc une combinaison, une interdépendance très très forte entre les facteurs. Donc vous pouvez essayer de jouer sur l'un, sur l'autre, mais à un moment donné, il va falloir aller gérer ça aussi au niveau du lieu de surinvestissement, la plupart du temps, le travail. Donc la gestion et la prévention va vraiment se faire à plusieurs niveaux avec des acteurs extrêmement variés et il faut amener une collaboration entre ces acteurs et pouvoir avoir vraiment un réseau de soutien. Alors une fois qu'une personne va déjà mal, bien sûr, mais l'idéal serait évidemment de le faire en amont puisqu'il est beaucoup plus simple et ça permet une prévention à une échelle beaucoup plus large, c'est d'agir sur les conditions de travail plutôt que d'essayer de rendre les individus très forts face au stress. Voilà, nous arrivons gentiment au bout de cette conférence. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. On aimerait aussi bien sûr remercier Maria Olympia pour son introduction et puis Xio bien sûr pour son invitation et l'association Santé Globale qui ont participé à la création de cette conférence. Merci. Alors voilà, nous remercions les conférencières pour leur magnifique conférence, très intéressante. N'hésitez pas à les contacter au travers de leur page Facebook. Et puis, nous tenons aussi à remercier Monsieur Kevin Chala qui a participé bénévolement à l'élaboration de cette conférence et qui a participé à la création des visuels et à leur diffusion. Donc merci Monsieur Chala, merci aux conférencières et merci à tous pour votre attention et bonne journée.